Il n'y a vraiment que des... Alors là, je commence à vous connaître un peu individuellement, également, que des praticiens, des gens qui sont très compétents et c'est un peu impressionnant. qui sont vraiment, qui savent de quoi on parle. Donc on va essayer de pas, on va pas vous décevoir. Et donc je vous remercie beaucoup d'être venu pour cette troisième session de Fabrique de mémoire, pour certains 3 fois déjà, d'autres 2 fois. C'est agréable aussi d'avoir cette fidélité de personnes qui sont justement des connaisseurs et des praticiens de ces collègues de mémoire ou de ces archives orales. J'ai le grand plaisir d'accueillir Jean-Barthélemy Debost aujourd'hui. Jean-Barthélemy Debost, historien et directeur réseau et partenariat du Musée national de l'histoire de l'immigration. C'est pour ça que je le connais bien. Et parmi les travaux de Jean-Barthélemy Debost en histoire contemporaine et interculturelle, souvent consacrés au patrimoine urbain lié à l'immigration, j'ai émis le vœu qu'il nous présente. C'est lui qui décidera de voir quelle part il laisse à cette thématique-là dans son intervention, mais je lui avais demandé de nous présenter les inventaires et répertoires des actions culturelles valorisant la mémoire et l'histoire des populations et des territoires. Parce que j'ai passé une partie de l'été sur son répertoire analytique des actions de terrain travaillant l'histoire et ou, dans ce titre, la mémoire de population et ou de territoire. Vous n'avez pas gâché l'été? Non, voilà. J'y suis venue librement, sans contrainte, et plusieurs fois pour le lire intégralement. Donc voilà, et en tout coup, il ira. Donc, voilà, à la cité, la Porte Dorée, la bibliothèque de la Porte Dorée, excellente bibliothèque, s'il en est. Et donc, du coup, ça m'avait vraiment donné envie de le rencontrer, de le questionner. Parce que la question de l'inventaire des projets de mémoire me semble à la fois importante et difficile. Importante d'une part parce qu'on lit souvent, j'en ai parlé tout à l'heure, et sous les plus grandes plumes, des petites phrases, des expressions qui sous-entendent que nous serions dans une période particulièrement, exagérément soucieuse de collecter, préserver, valoriser le passé. Alors je collecte depuis quelques mois un florilège, dont je vous livre un échantillon. Pierre Nora, dans les lieux de mémoire, tome 3 en 92, parle d'un moment historique, le nôtre, qui est dès lors tout entier caractérisé par l'obsession commémorative. Il est suivi par François Bédarida, fondateur de l'Institut d'Histoire tout en présent, qui écrit en 96 « En cette fin de siècle, l'espace public semble de plus en plus dominé par un curieux hyménée entre impératif de mémoire et prolifération des archives. » Auquel fait écho Paul Ricoeur, évidemment, à propos de la mémoire obligée. On ne sera pas étonné de retrouver à ce niveau pourtant supérieur de la mémoire obligée les mêmes signes d'abus que dans la section précédente, comme on dit la mémoire manipulée par idéologie, principalement sous la forme de frénésie de commémoration. Ça, c'est donc évidemment la mémoire, l'histoire, l'oubli. Jean-Louis Bocarno, qui a, vous le savez, écrit que sais-je sur la généalogie, titre le premier chapitre « La fièvre généalogique, comment, pourquoi ?» en 2003. Christine Chivalon oppose en ces termes la mémoire des anonymes et la mémoire commémorative. Des mémoires qui auraient précédé l'affolement commémoratif, souvent envisagé sous l'angle exclusif de son instrumentalisation politique, et dont le récit qu'elle compose viendrait effectivement témoigner de l'esclavage comme référent explicite. C'est dans les mémoires de l'esclavage à la Martinique, l'explosion mémorielle et la révélation des mémoires anonymes. Vous voyez, les titres des chercheurs sont vraiment sans nuance. Philippe Joutard, donc, dans son ouvrage sur les archives orales, en 2010, pardon, pas en 2010, en 2013, parle de poussée mémorielle comme une poussée de fièvre. Je cite, « On peut aussi se demander si la montée du fondamentalisme, si caractéristique des années 70 et qui se prolonge jusqu'à aujourd'hui, n'est pas une autre expression de la poussée mémorielle. » Dans Histoire et mémoire, conflit et alliance. Christian Bomberger, lui, diagnostique une overdose du patrimoine. Le patrimoine immatériel entre ambiguïté et overdose est le titre d'un de ses articles de 2014.
Bref, on a un vocabulaire clinique suggérant un malaise dans la mémoire qui renvoie à la mémoire pathologique de Freud, remémoration, répétition, perlaboration. Et on voit que ces excès de passé concernent des objets assez différents. La commémoration, suspectée de récupération politique chez Chivalon, ou l'idéologie chez Ricoeur, le patrimoine et son institutionnalisation du passé, accusé d'aseptiser les faits culturels chez Bomberger, la mémoire des communautés qui conduirait au fondamentalisme chez Joutard. Là où une autre, Chivalon, voit dans les mémoires intimes un contrepoint à l'injonction du devoir de mémoire. Ce malaise, cet excès serait donc une particularité de notre époque. Et ce constat dure depuis le milieu des années 80, si on place au début des lieux de mémoire de Nora, donc depuis 30 ans. Est-ce une mode qui dure, une manipulation politique ou idéologique, un besoin lié à la modernité, à la postmodernité, à la post-postmodernité? C'est pourquoi l'expérience de Jean-Barthélemy Debosc me semble extrêmement importante. Parce que comment inventorier les projets de mémoire, surtout lorsque leur initiative vient d'en bas et non des institutions, et pour savoir si vraiment nous vivons une période d'excès de mémoire. Et aussi comment caractériser ces actions, créer des catégories et affiner cet objet globalisant qu'est l'action mémorielle. C'est pour ça que j'aimerais qu'on aborde cette question aujourd'hui, pourquoi pas échanger aussi sur nos tentatives. Moi j'en ai faites beaucoup moins efficacement que Jean-Barthélemy. J'aimerais bien qu'on puisse ensuite discuter, échanger sur la quantité de collecte de mémoire, la quantité des projets, est-ce qu'on en a une vision claire, et puis aussi, est-ce que tous les projets se valent, quelles sont les catégories qu'on peut y distinguer. Bien. Je suis de plus en plus solitaire. Donc, à nouveau, je suis Jean-Barthélemy Debosc et je travaille depuis un peu plus de 2 ans à l'actuel Musée national de l'histoire de l'immigration, autrement appelé Cité nationale de l'histoire de l'immigration. Auparavant, j'ai travaillé au Conseil général de la Seine-Saint-Denis sur les questions de patrimoine culturel. Et en 2003, à l'époque où j'ai produit ce répertoire des actions, histoire et ou mémoire des territoires et ou des habitants, j'étais, je crois, encore responsable d'une SARL qui, avec un autre historien, un géographe et une anthropologue, était notamment opérateur d'ateliers mémoire dans les quartiers relevant de la géographie prioritaire de la politique de la ville. Voilà. Par rapport à aux questions que vous posez, je ne sais pas si on a combien de temps. Je ne sais pas si on aura le temps suffisant pour répondre, et je ne sais pas si l'intérêt n'est pas plutôt de voir pourquoi on se pose cette question-là plutôt que d'y répondre. Ce que je veux dire, c'est que ce sont des débats incessants, cette question de la frénésie de commémoration, la poussée mémorielle, c'est des débats incessants. On observe, là dernièrement, je ne sais pas si vous l'avez observé aussi, on observe avec attention les déplacements du président de la République et comment est-ce que son année politique coïncide avec les commémorations autour de 14-18 et autres lieux de mémoire relevant de notre belle et grande histoire nationale. En tout cas, c'est un sujet qui revient très régulièrement, qui est de tous bords de l'échiquier politique. Nos représentants s'en emparent avec bonheur. Et les journalistes qui les suivent avec d'autant plus de bonheur. Ce qu'on peut constater néanmoins, c'est que le sujet ne s'épuise pas. Moi, j'ai commencé à faire des ateliers avec des habitants dans les années 90. J'ai commencé à faire avant de faire le répertoire de 2003, j'avais au sein de la DIV, avec une femme qui s'appelle toujours Claude Renard, mais qui ne travaille plus à la DIV, j'avais travaillé sur tous les contrats de ville en observant au fil de tous les contrats de ville ce qui relevait de histoire, mémoire, patrimoine. C'était donc à la fin des années 90. En 2001, je crois, je décroche ce projet de répertoire qui aboutit en 2003 et qui recense pratiquement 200
projet Histoire et Mémoire des territoires et des populations. Mon employeur actuel, le Musée national d'histoire de l'immigration, a constitué un répertoire en 2003 qui s'est terminé en 2009, enfin qui n'a plus été enrichi en 2009. Et à l'échelle de l'Île-de-France, pour nous parler, à l'échelle de l'Île-de-France, il y a des projets autour d'un répertoire de cette nature. Dans le département du Nord, il y a un projet qui s'appelle Mémoire vivante dans le Nord et qui, depuis un an, autour de l'Université de Lille, autour du Conseil général du Nord, Conseil départemental du Nord, met en place un répertoire, une base de données qui s'appelle Mémoire vivante dans le Nord. Ça n'arrête pas et j'ai l'impression que ça va être sans fin. Alors on pourrait se demander qu'est-ce que c'est effectivement que cette frénésie. Moi je pense qu'elle est, elle témoigne pas. Il faudrait distinguer ce qui est de l'ordre de la constitution de répertoire et ce qui est de l'ordre de mener une action mémorielle. Il y a peut-être de la frénésie d'action mémorielle, il y a aussi de la frénésie du répertoire d'action mémorielle. Et je pense que cette frénésie du répertoire de l'action mémorielle, elle est avant tout. Enfin, son objectif pourrait être celui de stopper la frénésie de la production. En fait, quand on fait un atelier autour de la mémoire à l'échelle d'un immeuble dans un quartier sensible, à l'échelle d'une communauté villageoise, à l'échelle d'un syndicat étudiant par exemple, on ne sait pas vraiment si ça s'est déjà fait, on ne sait pas vraiment qui a déjà été interviewé, on ne sait pas vraiment où trouver l'information, et que ce besoin de répertoire, il est notamment lié à ça. Qu'est-ce qui s'est déjà passé sur ces territoires, qui ont été les acteurs de ces projets, quels ont été dans quel contexte ça a été réalisé, quels ont été les enjeux de cette réalisation, quelles ont été les productions. Est-ce qu'il y a un livre, est-ce qu'il y a une pièce de théâtre, est-ce qu'il y a un film, enfin comment on s'en est emparé, qu'est-ce que ça a donné, qu'est-ce que ça a donné. On est effectivement dans un... On ne sait pas. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et quand on a fait ce répertoire en 2003, j'ai constaté en tout cas que ce champ qui relève beaucoup, en tout cas qui dont une grande part relève de l'action culturelle, je ne parle pas de l'action, enfin de l'enquête mémorielle destinée à la production scientifique, mais ce qui relève de constitution de fonds mémoriels pour, dans le cadre d'une réhabilitation, dans le cadre d'une opération démolition-reconstruction, dans le cadre d'une action culturelle auprès d'une population donnée, on a très peu de mémoire de ça. Et en 2003, quand il s'est agi d'aller en enquête sur qui aurait fait telle et telle chose, j'ai produit plus de 1000 courriers sur mes correspondants politique de la ville, sur mes correspondants DRAC, sur mes correspondants mairie, et avec très très peu de retours. Je pense que de 1976 à 2003, il y a eu bien plus que 200 projets autour de la mémoire. Donc c'est de façon un peu paradoxale peut-être, on travaille sur la mémoire mais sans regarder mémoire. Et donc là il y a quelque chose qui échappe à une curiosité. Alors est-ce qu'elle a du sens cette curiosité ou est-ce qu'elle n'a pas de sens? En tout cas nous on a pu la voir quand on a travaillé avec le ministère de la Ville, quand on a travaillé après ça sur cette collecte en 2003, on l'a eu et on s'est rendu compte que effectivement il y avait peu de traces de ça. Peu de gens savent ce qui s'est passé, où ça se trouve, quelles ont été les productions, une vague bande dessinée, ah oui, il y a eu une soirée où il y a eu des lectures, ah oui, il y a un groupe de rap qui a fait une chanson avec la mémoire de tel immeuble, etc. etc. Effectivement, c'est très fugace. Alors pourquoi on a eu cette curiosité, nous, c'est-à-dire l'agence Kipo quand je travaillais là, et puis après ça en solo, puis après ça au musée, je pense que c'est aussi s'interroger sur, à partir du moment où on estime que le rapport au passé peut avoir une fonction sociale, en termes de reconnaissance des identités des uns et des autres, c'est important de savoir où les choses se passent, ou c'est important de savoir où les choses ne se passent pas.
Et précisément, quand on a interrogé le ministère de la Ville et les contrats de ville pour savoir ce qui s'y passait, c'était, il y avait là une foison de projets, certains relativement bien construits, d'autres très bricolés. Ça témoignait de quelque chose, ça témoignait de quelque chose sans aucun doute, que sur ces territoires-là, il y a des productions de cette nature-là. C'est qu'il y avait un besoin de reconnaissance pour une partie de la population et d'une partie des territoires. C'est peut-être un des éléments d'explication à cette frénésie de commémoration, à ces affolements et à ces poussées mémorielles. C'est un des objets de la constitution du musée. Le Musée national d'histoire de l'immigration, c'est un musée national, donc c'est le cousin du Louvre, le cousin d'Orsay. Bien évidemment qu'il n'a pas les mêmes fonctions. Et dans le décret de création du musée, il y a bien évidemment, comme n'importe quel musée, constitué un fonds, une collection, des collections, les sauvegarder, les préserver, les donner à voir pour la réjouissance des visiteurs. Mais une autre de ses missions est de changer les regards. C'est-à-dire comment est-ce que l'histoire l'histoire d'une population, en l'occurrence la population immigrée, peut changer les regards sur cette population. Et on est bien dans une histoire de reconnaissance. Comment est-ce que mettre au jour l'histoire d'une population, l'histoire d'un pan de notre histoire nationale précisément, qui a longtemps été invisible et qui reste pour une grande part encore invisible, c'est aussi permettre à cette population en question d'avoir un autre regard sur soi-même, et ça permet aussi aux gens de ce pays, à la population de ce pays, de faire entrer aux côtés d'une histoire largement valorisée et largement reconnue, de nouvelles pièces à cet échiquier qui vont remplir les taches blanches de cet échiquier de l'histoire nationale. Donc il y a bien évidemment une vocation sociale à ces questions-là. Et le musée, il est complètement là-dessus. Il ne faut pas oublier que le musée, il se crée en 2003, enfin, il est pensé, l'État s'empare du projet en 2003, au lendemain des élections présidentielles de 2002, qui, vous le souvenez, opposaient Jean-Marie Le Pen et Jacques Chirac. Et donc, de ce coup de tonnerre dans la société, dans le paysage politique national, sort l'idée, enfin, ou en tout cas l'État s'approprie une idée qui existait par ailleurs, avant. Mais l'État s'approprie cette idée et décide de, oui, on va constituer un musée national de l'histoire de l'immigration. On est bien dans un projet d'abord politique, pas dans un projet esthétique, pas dans un projet beaux-arts. C'est d'abord un projet politique. C'est peut-être une réponse à la question de cette frénésie de commémoration, en tout cas concernant l'histoire de l'immigration. Voilà, pour un premier point, si vous avez des questions, je ne sais pas bien qui, je me suis présenté, je ne sais pas bien qui vous êtes, et peut-être qu'à un moment donné, si vous avez envie de poser une question, de m'en faire savoir un peu plus sur qui vous êtes. Voilà, si déjà il y a des questions. Ce musée, quand il est pensé en 2003, c'est pas un lapin qui sort du chapeau de M. Raffarin, alors Premier ministre. C'est une idée, c'est un projet qui existe depuis un certain temps, qui existe depuis le courant des années 90, parce qu'il y a déjà des gens au travail. Il y a déjà notamment des chercheurs, mais aussi des associations. Pour ceux qui ont vécu les commémorations du bicentenaire de la Révolution française, au dernier étage de l'Arche de la Fraternité, aujourd'hui Arche de la Défense. Comment ça s'appelle maintenant ? Oui, c'est la Défense. Oui, ça s'appelle comme ça. Je sais plus. Enfin, le siège du ministère du Logement, de l'Équipement.
C'est large. L'environnement durable, non? C'est large. Et aussi développement durable. À l'époque, ça s'appelait l'Arche de la Fraternité, il était trop beau pour le bicentenaire. Dans le dernier étage, il y avait une très belle exposition, une exposition extrêmement innovante et moderne. C'était une exposition sur la presse étrangère en France depuis plus d'un siècle. Une exposition qui était réalisée par l'association Générique et qui donnait à voir une masse d'imprimés de toutes les langues, de toutes les typographies existantes, qui avaient existé à Paris et en France depuis plus d'un siècle. Une littérature connue sans doute des seuls locuteurs et lecteurs de ces langues et de ces typographies originales. Donc voilà qu'émergeait en 1989, portée par l'association Générique, une histoire complètement inconnue. Et comme ça, il y en avait plein d'autres d'histoires complètement inconnues, et Générique, avec d'autres associations, association des anciens travailleurs de chez Renault, association travaillant sur le quartier de la Goutte d'Or, association, fédération des associations d'immigrés espagnols en France, ont été à l'origine d'une première réflexion sur où est-ce qu'on trouve. On n'est pas dans les manuels scolaires, on n'est pas dans les conversations mondaines, on n'est pas dans les musées. Il y a là des vrais trous noirs dans l'histoire nationale. Et que donc, il serait bien d'avoir un lieu qui témoignerait de ces cultures et de cette histoire de l'immigration. Donc c'est un projet qui est porté petit à petit par des associations militantes, mais aussi extrêmement attentives à la démarche et à la méthodologie historique, qui croisent des chercheurs et qui portent ce projet. Et donc c'est en 2003 que le projet est repris par le politique, qui, en le construisant, estime que, d'une part, on peut pas... Qui estime, et là aussi c'est une proposition dont on peut mesurer la dimension politique, qui estime qu'un musée sur l'histoire de l'immigration, il ne peut pas se faire si, d'une façon ou d'une autre, cette population est associée au projet. On est gouvernement Raffarin, président Jacques Chirac. Faut se redire ça. Et donc, il faut que les associations, le mouvement associatif, soient présents d'une façon ou d'une autre dans la construction de ce projet et dans le projet tel qu'il existera. Et donc, une des missions du musée, c'est d'animer un réseau associatif de collectivités territoriales qui travaillent sur ces questions-là. Et dans la gouvernance de l'établissement public, dans le conseil d'orientation et dans le conseil d'administration de cet établissement, il y a une place réservée aux acteurs associatifs, collectivités territoriales, qui travaillent sur ces champs, histoire, mémoire de l'immigration. Et je suis, au sein du musée depuis 2 ans, le responsable de cette articulation entre ce lieu, le Palais de la Porte Dorée, et les associations. On ne parle pas de répertoire, on ne parle pas de mémoire, mais on s'y approche petit à petit. Et donc, dans cette mission qui est la mienne, et que portait auparavant une femme qui désormais travaille à l'Institut français à Oslo, comment participer à l'animation de ce réseau, et une façon de ce réseau d'acteurs qui travaillent sur le terrain, encore une fois, associations, collectivités territoriales, et on pourra revenir sur la nature de ce réseau. Un des axes de ce travail d'animation, c'était, on pourrait être le lieu qui recenserait, qui inventorierait, qui garderait mémoire de tout ce qui se fait dans les territoires sur ces questions-là. Et c'est donc la création en 2003, à partir sans doute du travail que j'avais mené, le portage jusqu'en 2009 de ce répertoire d'actions qui se sont déroulées sur le territoire. On peut consulter ce répertoire, et ce répertoire est consultable sur le site du musée. J'ai été faire un tour tout à l'heure pour m'en assurer. Le répertoire de projets présente des projets locaux ou régionaux déjà réalisés ou en cours, visant à recueillir, à faire connaître, à valoriser des histoires liées à l'immigration et à partager cette mémoire. Quel type de projets sont répertoriés? Des projets locaux ou régionaux. Comment ce répertoire est-il élaboré?
premier repérage des acteurs, puis l'enrichissement s'effectue par le musée à partir des informations qui devaient nous être transmises. Et c'est là où je pense qu'il y a eu usure du dispositif, c'est que c'est pas par hasard que ça s'arrête en 2009. Ce qu'il y a eu usure du dispositif, c'est que notre réseau, enfin le réseau des acteurs autour du musée, a peut-être c'est peut-être un peu fatigué à la tâche à un moment, 2009, où disparaît facile et remplacé par l'accès. Pour ceux qui connaissent un peu le paysage politique de la ville et politique de l'intégration, c'était notamment la fermeture d'une série de robinets financiers qui permettaient aux associations de vivre. Et le tournant de 2009 est un tournant très, très douloureux pour un grand nombre d'associations travaillant sur le terrain. Et on peut bien imaginer que le fait qu'en même moment, l'enrichissement du répertoire s'épuise, c'est qu'il y avait aussi un épuisement des associations qui portaient ces projets au niveau local. En tout cas, ce répertoire était pour le musée et pour le réseau un projet qui devait participer de l'animation de ce réseau d'acteurs sur le terrain. On peut peut-être avancer sur ce réseau et la façon dont et qu'est-ce qu'on peut dire du paysage de ce réseau à l'échelle nationale. Le musée a mené avec un certain nombre d'acteurs de ce réseau une étude en 2014, une recherche-action qui s'appelle Dynamique territoriale des actions histoire mémoire de l'immigration, que vous pouvez trouver aussi sur le site du musée, et qui repère des réseaux régionaux, c'est-à-dire qu'il y a des acteurs autour de l'histoire et de la mémoire de l'immigration qui se sont réunis et qui ont constitué des fédérations. On en a en Île-de-France, le réseau Histoire-Mémoire de l'immigration, Histoire-Mémoire Île-de-France, dont on a certains membres autour de la table. Il y a un réseau en PACA, il y a un réseau en Aquitaine, il y a un réseau en Champagne-Ardenne, il y a des réseaux moins formalisés à Strasbourg, en région Bretagne et autres. Et puis il y a une flopée d'acteurs qui ont cela comme action privilégiée, ou qui, au fil d'actions mémorielles ou d'actions historiques ou d'actions patrimoniales, vont s'intéresser à l'histoire et à la mémoire de l'immigration. Les collectivités territoriales, par exemple, on observe si on observe à partir de 2009 une fragilisation des associations sur ces questions-là, on observe l'émergence de projets portés par des collectivités territoriales, par le biais notamment de constitution de groupes de résidents non citoyens qui vont être organisés par la municipalité et qui peuvent avoir comme une des propositions que ces groupes d'étrangers non citoyens peuvent faire, c'est s'interroger sur l'histoire des Comoriens à Dunkerque, sur l'histoire des Maliens au Havre ou des anciens combattants marocains à Bordeaux. Donc il y a là, titillé par des représentants de communautés étrangères, immigrés, sur le territoire communal, il peut y avoir des initiatives portées par les villes. Voilà, mais c'est vrai que au tournant des années 2010, il y a un essoufflement du mouvement associatif et il y a un investissement plus fort des collectivités territoriales. Comment est-ce que ces réseaux travaillent par exemple, et pour y avoir participé un certain nombre de fois, le réseau Histoire-Mémoire Île-de-France a développé
un rendez-vous régulier, qui est une biennale, le Printemps de la mémoire, qui va se dérouler l'année prochaine, enfin dont la prochaine édition sera en 2016, et qui donne à voir l'action d'un certain nombre de structures, membres de ce réseau, qui, au travers de différentes tables rondes, va aborder un certain nombre de dossiers. Et la question, par exemple, de l'enquête orale, de la constitution de mémoire orale, fait bien évidemment partie des rendez-vous réguliers de ce genre de réseau, le réseau aquitain, et on a travaillé avec le réseau aquitain et avec le musée d'Aquitaine sur ces questions d'enquête orale. Pour revenir sur la biennale, c'est aussi restituer des travaux de création artistique, notamment en art de la scène, qui s'emparent de cette question et qui la transforment en création théâtrale ou chorégraphique ou en production cinéma, qui va être donnée à voir lors de ces biennales. Le réseau aussi Histoire Mémoire en Ile-de-France va faire de la formation, va proposer des séquences de formation à ses membres en faisant venir des opérateurs de terrain ou bien des gens de l'institution qui vont donner qui vont partager de la méthodologie, qui vont partager des modes d'action, etc. Donc ces réseaux, c'est à la fois renforcer une visibilité sur le territoire de ces initiatives en les fédérant d'une façon un peu dynamique, en les mettant à une échelle notamment régionale qui permet d'avoir une plus grande visibilité, mais c'est aussi, sans parler de mutualisation, c'est aussi de pouvoir partager ensemble des temps de formation, partager ensemble des temps de restitution, etc. Voilà, à l'échelle nationale, le musée en tout cas est extrêmement attentif à ce qu'il y ait des réseaux régionaux, puisque effectivement, et la réforme territoriale qu'on va vivre là dans les mois qui viennent, en rebattant les cartes de où se situera la DRAC, où se situera la Direction Générale Jeunesse pour la Cohésion Sociale, ça rend d'autant plus important le fait qu'il y ait des fédérations régionales, puisque là, c'est à ce niveau-là aussi que se situent des interlocuteurs institutionnels qu'il est important de connaître et de bien fréquenter. Voilà pour ce qu'il en est un peu des réseaux, mais encore une fois, lancez-vous et posez des questions avant que peut-être on revienne un peu plus sur les questions de mémoire et de répertoire de projet. Oui. Vous parlez d'un document dans lequel, Kélikos, archiviste indépendante pour la gestion et la valorisation de patrimoniaux. Et en fait, vous parliez d'un document tout à l'heure sur lequel on peut trouver les noms des réseaux. Parce que vous avez cité très rapidement les noms, mais moi ça m'intéresse. Alors, ça s'appelle Dynamique territoriale des actions. Excusez-moi, Dynamique territoriale des actions histoire mémoire de l'immigration. Et donc c'est un document assez important d'une soixantaine de pages qui est sur le site du Musée national d'histoire de l'immigration. Voilà, ça. Okay. Et qui donc a été fait précisément en réseau, puisque ce document n'existerait pas si le RAMI en Aquitaine, si le réseau en Provence-Alpes-Côte d'Azur, si Mémoire et Histoire d'Île-de-France, si Topic pour la région Bretagne, si la Ligue de l'enseignement Midi-Pyrénées, si la date en Rhône-Alpes n'avait pas participé à son élaboration. Et vous aurez là les noms des différents réseaux qui existent sur le territoire. Merci. Oui. Moi, je m'appelle Roselyne Roufiama. Je suis intervenue dans ce séminaire d'ailleurs pour présenter la démarche des récits de vie que j'utilise en formation et aussi dans un autre cadre, voilà, pour voir quel usage ça pouvait avoir dans le cadre du recueil de mémoire. Et puis je m'intéresse aux questions de former les porteurs de projets, justement qui ont un projet mémorial. Voilà, donc par rapport à ce que vous présentez, je voudrais savoir, est-ce que, en quelque sorte, quel est l'usage
enfin si vous avez, enfin peut-être j'allais le développer ensuite, les usages qui peuvent être faits de ces répertoires, puisque souvent les projets ont une résonance dans le milieu, dans le cercle restreint qui est le leur, enfin, où ça a été fait, mais est-ce que donc ces répertoires contribuent à un rayonnement plus large et, voilà, et le musée de son côté, est-ce que vous financez des projets et est-ce que vous utilisez ces projets pour les expositions qui sont proposées dans le musée? Enfin, voilà, c'est surtout autour un peu des usages et la fonction de ces répertoires. Alors, sur l'usage des répertoires, j'ai essayé de l'indiquer tout à l'heure, c'est repérer ce qui a été fait, ce qui existe, les différents acteurs. Moi, j'étais frappé d'une très grande hétérogénéité de ces différents projets autour de la mémoire et de l'histoire des territoires et des habitants que j'ai pu conduire. Le poids de l'artistique, par exemple, le poids de la restitution artistique peut être très fort dans un endroit, absolument absente dans un autre endroit. La présence de ce que j'appelais les hommes et les femmes de l'art, archivistes, historiens, profs d'histoire de lycée, universitaires, sociologues, elle peut être là, elle peut être complètement absente. La place des habitants dans le projet, est-ce que ce ne sont que des donneurs, est-ce que ce ne sont que des informateurs, ou est-ce qu'ils sont acteurs de leur projet proprement dit? Là aussi, c'est extrêmement divers. Et donc, pour des gens qui ont envie, enfin qui se lancent dans des projets comme ça, il me semble que l'observation de ces répertoires, de ces inventaires, peut permettre, qui, pour le coup, celui que vous avez pu consulter, il est critique, il est un peu analytique, permet peut-être de travailler de façon un peu plus juste, de travailler en évitant certains écueils, de se dire qu'effectivement, les opérations de démolition-reconstruction, ce sont des bons moments. Néanmoins, la réponse première à la question de l'enquêteur, ça ne sera pas je m'appelle un tel et je suis arrivé depuis 1983, ça sera où est-ce que je vais être logé. Voilà, c'est l'observation de ce répertoire permet peut-être d'affiner et de partir un peu plus en toute connaissance des causes quand on mène le projet. Donc, il me semble que ça, pour un opérateur, c'est important. S'agissant du musée, et je me dis que ça pourrait être aussi un usage que d'autres opérateurs pourraient avoir, c'est on travaille sur l'immigration polonaise en zone rurale. Et ben, si le document est bien indexé, on tape polonais, on tape zone rurale et on trouvera bien évidemment les 23 projets qui nous aideront à y voir plus clair sur les polonais en zone rurale. Il se trouve qu'on s'intéresse plutôt aux polonaises en zone rurale après 14-18. C'est toujours aussi bien indexé, donc on aura les deux projets qui nous indiquent très précisément ce que faisaient les polonaises dans les zones rurales après 14-18. On est là dans un monde idéal, vous l'aurez compris. Mais ça permet effectivement d'enrichir un projet d'exposition, un projet de restitution d'un état de l'histoire de l'immigration dans tel et tel territoire. Je ne sais pas si c'est un réflexe habituel, hein. Peut-être que ce n'est pas un réflexe habituel parce que on se dit que ces choses-là sont encore un peu trop, me semble-t-il, sont encore un peu trop peu connues et souvent un peu bricolées et pas indexées. Et là, c'est une vraie difficulté. Dans celui que j'avais fait, il y avait, je crois, une dizaine d'enjeux qui avaient été répertoriés. Il y avait une dizaine aussi d'acteurs qui avaient été repérés, de types d'acteurs qui avaient été repérés. Mais je ne suis pas sûr que j'avais indexé marocain, algérien, polonais et breton dans ce document. Donc la qualité, c'est bien évidemment que si le répertoire est fait de façon trop fragile, on ne pourra pas s'en servir. C'est toute la problématique des bases de données, de toute façon, malgré tous les outils informatiques qu'on peut avoir autour.
S'agissant du musée, vous avez interrogé sur la question de financement et sur la question de... Alors la réponse est assez simple. C'est zéro. Aujourd'hui, c'est zéro. Donc voilà. Par contre, l'usage des projets au musée, je ne le poserai pas de cette façon-là. La prochaine exposition sur laquelle on travaille au musée, c'est sur l'immigration italienne en France. Et on a depuis quelques mois proposé à un certain nombre de structures qui travaillent autour du musée, alentour du musée, on leur a proposé de réfléchir à comment on pouvait coopérer ensemble sur cette question-là. La coopération ensemble, c'est un correspondant à la Courneuve qui dit j'ai un stock d'images absolument hallucinantes sur le ring de Pantin, où il y a eu toute une période de grandes stars, de grands boxeurs italiens. Tel autre va nous dire que les Italiens antifascistes en France et à Paris étaient plutôt dans tel ou tel quartier et qu'il y aurait là sans doute matière à faire des balades urbaines autour de l'exposition, etc., etc. Et là, on voit quel partenariat on peut établir entre nous et eux, de façon très concrète. Par exemple, une chanteuse italienne mène un travail de collecte de chants italiens en immigration, avec des choses tout à fait intéressantes de comment est-ce que en immigration, qu'il y a certaines chansons que possèdent encore certains Italiens immigrés en France, qui sont quasi introuvables en Italie. Donc l'immigration est une espèce de conservatoire de certains usages, de certains traits culturels. Elle en fait l'inventaire et elle souhaite en faire la trame d'une production artistique. Et elle vient nous voir. Et on trouve un deal, c'est on vous prête des endroits où vous pouvez répéter. Et on aimerait bien qu'au moment de l'exposition, vous veniez faire une représentation chez nous à cette occasion-là. Donc voilà comment on arrive un peu à collaborer et à mener du partenariat entre le dedans et le dehors. Je ne dis pas que c'est une tâche aisée, mais en tout cas c'est un objectif qu'on se fixe. Pardon. Bonjour. Je conduis une agence d'ingénierie culturelle depuis un an qui s'appelle Bird, qui est vouée à la collecte, la gestion, la valorisation des archives orales. Et je sais qu'au musée de l'immigration, il y a un service d'ethnologie avec des collections ethnologiques, une ethnologue, mais il me semble qu'elle est partie aujourd'hui. Toutefois, il y a des collections des archives orales, il me semble, au musée. Est-ce qu'il y a une collecte qui se poursuit ou pas? Au moins dans le cadre du service en interne. C'était un des éléments sur lesquels je voulais aborder. On va voir si Jean-Philippe va réussir. Partir sans rien laisser dans le plus discret possible. Le musée, il se construit, donc il s'imagine en 2003, il ouvre en 2007, entre-temps pour constituer une collection. C'est-à-dire qu'il y a 0 collection. Les porteurs du projet vont construire une proposition muséale autour de 3 types de fonds. Là encore, c'est une relative originalité pour un musée national. Encore une fois, nous sommes un musée national. On n'est pas écomusée, on n'est pas musée de société, on n'est pas centre culturel, on est musée national. C'est pas que je le revendique, mais il faut imaginer ce que ça représente en termes patrimonial et en termes de culture de métier. Les conservateurs issus de l'INP qui sont le musée national, c'est l'aboutissement d'une carrière. Il fallait constituer donc des fonds. Trois axes ont été choisis. La création contemporaine, l'art contemporain, c'est-à-dire constituer une collection d'objets d'art plastique, sculpture, photographie, dispositifs, installations contemporaines sur la thématique de l'exil, de la diversité, du parcours, de l'arrachement, etc. Une collection historique constituée de documents d'archives, d'objets relatifs à
la gestion administrative des flux migratoires. On a par exemple une machine à tamponner les passeports qu'on a retrouvés dans des dépôts de douane. On a des passeports d'enseigne qui étaient des passeports qui étaient destinés à faciliter la vie des réfugiés et des apatrides. On a des collections de caricatures qu'on trouvait dans la presse, etc., etc. Et puis un troisième fonds, qui est un fonds ethnographique auquel vous faites allusion. Ce fonds, il a été constitué essentiellement par une collecte d'objets sollicités auprès de migrants ou de descendants de migrants. Ça a d'abord été des dépôts, et puis étant donné la difficulté de gérer les dépôts, ça a été des dons. C'est-à-dire qu'une fois que l'objet est donné, dans le cadre, avec une contractualisation, avec une convention entre le donateur et le musée, cet objet est dans le fond rejoint la Joconde, rejoint la Vénus de Milo, rejoint les nymphéas. Il rentre dans les collections nationales. À ce titre, il est inaliénable, il doit être conservé en le préservant tout autant qu'on puisse dans les meilleures conditions, il est restauré s'il faut le restaurer, etc. Ce don d'objet ne peut être effectué que s'il s'accompagne d'un entretien avec la personne donatrice. Et l'objet a un numéro d'inventaire, et l'objet partage son numéro d'inventaire avec le témoignage oral. Et ce témoignage oral est autour de l'objet, de l'histoire de l'objet, mais aussi de l'histoire du donateur et l'histoire de la famille. Ça veut dire que la présentation qu'on en fait dans le musée, pour ceux qui sont présentés dans la galerie des dons, qui est un lieu réservé à ces dons, et dans l'exposition permanente, permet au muséographe de présenter l'objet dans sa qualité matérielle, mais aussi dans sa qualité mémorielle, puisqu'on en a le récit. Le muséographe peut donner à voir l'histoire de la famille, l'histoire du parcours migratoire de la personne qui était propriétaire de cet objet et qui l'a donné au musée. Et tout cela permet de reconstituer les flux de migrants chiliens venant en France après le coup d'État de Pinochet contre Salvador Allende, permet de reconstituer l'histoire des flux migratoires des Grecs après la Première Guerre mondiale, etc., etc. Donc là, il y a une attention très grande, et c'est indispensable à la métadonnée qu'on pourrait mettre autour de l'objet et qui serait constituée par l'enquête orale menée au sein du musée par le conservateur ou la conservatrice de cette collection ethnographique. Donc la conservatrice était à la fois historienne de l'art et à la fois anthropologue. Et donc à continuer ce travail de constitution d'un fonds. Alors toutes les propositions sont régulières, les propositions de dons sont régulières, et la conséquence d'un don, c'est bien l'intégration dans les collections nationales, avec toutes les dépenses liées à ces objets. Et donc il y a un moment donné où il y a une limite à l'acceptation du don, qui est bien évidemment l'intérêt de l'objet, son intérêt mémoriel, et ça c'est intéressant de distinguer entre l'objet proprement dit et souvent la modestie de cet objet, et tout ce qu'il signifie. Et il signifie à partir du moment où il y a enquête orale. Le cornet à piston dans la vitrine, il ressemble à 250 000 autres cornets à piston qui pourraient se trouver dans 250 000 autres vitrines. Sauf que lui, il a une histoire à nous raconter, et cette histoire, on l'a captée par l'enquête orale. Mais qui décide de l'intérêt? Alors, qui décide de l'intérêt? C'est la personne en charge, mais c'est aussi au regard de ce que nous avons déjà. Et dernièrement, un artiste équatorien
nous a sollicité, je ne sais pas si vous le savez, mais l'année prochaine, il y a une saison équatorienne où il y a quelque chose autour de l'équateur en France. C'est pas une saison, c'est un autre label que ça, c'est encore plus fragile qu'une saison. Et cet artiste disait, ben voilà, j'ai fait un travail de photographie auprès des 2530 immigrés équatoriens en France. Et j'ai fait un travail photographique pour essayer de... mon objectif, c'était de faire en sorte que la photo soit à l'image de la relation qu'ils entretiennent avec le pays qu'ils ont quitté, le pays d'accueil. Et je me dis, nous n'avons rien dans la Galerie des Dons sur les migrants équatoriens qui sont en France. Que donc ça pourrait intéresser la Galerie des Dons, par-delà l'intérêt du projet artistique, ça pourrait peut-être intéresser ma correspondante responsable de la Galerie des Dons pour dire, ben voilà, il y a peut-être là quelque chose de singulier, de particulier, cette histoire qu'on ne connaît pas forcément très bien, on pourrait peut-être l'illustrer par un don. Donc c'est aussi opportun, cette acceptation ou ce refus du don. C'est au regard on a très peu de choses d'Afrique noire, on a très peu de choses d'Asie, on a beaucoup de choses de migration européenne. Et donc il faut aussi, notre boulot, c'est aussi de témoigner de toutes ces migrations. Et donc c'est ça aussi qui conduit au choix que nous faisons d'accepter une proposition qui nous est faite. Est-ce que des associations peuvent vous faire don d'un fonds d'archives orales? Alors, on n'a pas... à la création, le musée avait vocation à être un centre d'archives, c'est-à-dire à être un lieu de consultation d'archives. Je ne parle pas des choses imprimées, je parle d'archives. Cela n'a jamais pu être fait, étant donné les moyens qui étaient mis à notre disposition. Donc nous ne sommes absolument pas un centre d'archives. Pour ces questions d'archives, d'associations, et notamment d'associations liées à l'histoire de l'immigration, c'est l'association Générique qui a des relations privilégiées avec ces fonds d'archives et qui a été missionnée par les archives nationales pour être une première étape de l'intégration de ces fonds d'archives dans les archives nationales. Pour autant que les archives nationales souhaitent accueillir ce fonds. Et donc dans ces objets, on a une des stars de la Galerie des Dons, c'est la truelle de Bricotier du père de François Cavana, le dessinateur à Charlie Hebdo. François Cavana nous a donné cette truelle, elle est exposée dans la Galerie des Dons. Il y a le récit de cette truelle, François Cavana disant comment il a pu l'utiliser lui aussi, et que chaque fois qu'il l'utilisait, ça lui ramenait à l'histoire de son père, que ce n'était pas une truelle de plâtrier, c'était une truelle de briquetier. Il est capable de nous dire la distinction qu'il y a entre, enfin ce qu'il pense être la distinction entre une truelle de plâtrier et une truelle de briquetier. Il raconte comment son père en avait l'usage et d'où vient son père et comment son père est venu en France et pourquoi il est venu en France. Et voilà, de l'objet, grâce à l'entretien oral, on remonte, on restitue toute la valeur mémorielle de l'objet. Parce que l'objet est somme toute relativement banal, même s'il a été à 4 mètres sur 3 dans les murs du métro parisien. Mais il était en 4 mètres sur 3 sur les murs du métro parisien parce qu'il y avait toute l'histoire qui était attachée à cet objet. Idem pour les bottes de Ponticelli. Ponticelli, c'était le dernier poilu de 14-18, qui est le dernier survivant, qui était italien. Et nous avons les bottes. Ce monsieur nous a donné ces bottes. Et elles sont dans une vitrine et ça permet de raconter l'histoire de cette personne, l'histoire des engagés italiens lors du premier conflit en 14-18, l'histoire de la loi de août 14 qui facilite la naturalisation française pour les hommes qui s'engageraient dans l'armée française, pour les hommes étrangers qui s'engageraient dans l'armée française. Bref, à partir de cet objet et de l'entretien qu'il y a eu avec Lazare Ponticelli, ça permet d'écrire cette histoire-là par-delà la relative banalité de l'objet. Donc l'entretien, là, il est absolument indispensable. Et pour le coup, il est... en fait, c'est l'histoire associée à l'objet. Plus que l'objet.
Mais l'objet, pour le coup, il a aussi, Porteur de l'histoire. il a une, il- Témoigne de... et il porte la charge émotive. Ça reste, hein. Je m'interroge sur le musée, enfin, et aussi est-ce que il y a tout le concept d'objet mémorial qu'on met dans un musée, finalement, il est très différent de celui d'œuvre d'art. Vous nous avez fait un sourire avec la comparaison avec la Joconde, mais justement, est-ce qu'on a tous les... Je ne connais pas du tout hein, le côté organisation de ça, mais est-ce qu'on a toute l'approche nécessaire pour pouvoir traiter un objet qui n'est pas une œuvre d'art en soi, et donc finalement c'est le commentaire et l'accompagnement qui fait tout le prix, c'est-à-dire est-ce que finalement est-ce qu'il faut restaurer indéfiniment la truelle de Cavada, est-ce que c'est l'enregistrement de Cavada, est-ce que c'est l'enregistrement qu'il faut restaurer et conserver avec soin, comment est-ce qu'on approche justement ce traitement des objets déposés, des fonds de mémoire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre? Vous avez des... J'ai sûrement réfléchi beaucoup. Oui, alors moi je ne suis pas un spécialiste du tout de ces questions-là, mais tout le travail qui a été mené dans les musées de Sicile, notamment dans les écomusées, tout le travail aussi qui a été mené autour des objets ethnographiques, hein, dans ces circonstances, et ce qui s'est passé aux arts et traditions populaires, Georges-Henri Rivière, avant-guerre, et les folkloristes aussi, poser ces questions-là, c'est que l'objet du quotidien, il a du sens parce qu'on sait comment en avoir l'usage, parce qu'on sait comment il a été fabriqué, parce qu'on sait le geste qui l'accompagne, et ça pose tout un problème, et ça pose toute une série de questions en termes de muséologie. Est-ce qu'on va mettre côte à côte 3 raquettes de tennis, ou est-ce qu'on va mettre un mannequin avec une raquette de tennis, ou est-ce qu'on va filmer le tennisman en train de jouer avec sa raquette de tennis, et bien évidemment qu'on ne se posera pas la question face à un tableau. Le conservateur de musée estime que le tableau est d'abord fait pour être vu. Il n'a pas besoin d'être remis dans l'atelier ou qu'on nous explique comment le peintre l'a peint. Hein, rares sont les moments, ou alors c'est dans des visites guidées extrêmement particulières où on va nous dire le peintre l'a peint avec tel type de peinture qu'il a acheté à tel endroit et que dans son atelier il faisait chauffer ça à 40 degrés. Par contre, dans un autre musée, on aura volontiers ça. Et où le geste, l'usage, la fonction, le contexte est donné à voir par-delà la qualité du sabot qu'on nous présente dans une vitrine. Et du coup, en tout cas dans ces lieux-là, l'objet va souvent passer au travers de la vitrine, va casser la vitrine, ce qui n'est pas le cas chez nous, puisque on a à voir une collection. L'objet devient collection nationale, enfin rentre dans la collection nationale. Donc avec tout le dispositif de sécurité, de micrométrie, etc.